Practice and all is coming. Si le fait de pratiquer de façon régulière mène indéniablement à une habituation du corps, cela ne mène pas systématiquement à une progression. Le yoga vinyasa comporte, notamment au travers de ces transitions, des zones à travailler, tout simplement. Une fois ces transitions maîtrisées, décortiquées, comprises et souvent adaptées, la fluidité peut s'intégrer dans notre pratique. Dans cet épisode, avec notre Laura préférée, nous allons commencer à introduire la thématique du prochain live de Yoga Ma Création dans lequel nous allons nous intéresser aux transitions en yoga vinyasa. Bonjour Laura! Bonjour Issa, bonjour à tous et à toutes. Comment tu vas? Bah écoute, ça va très bien et toi? Bah oui, je suis contente, je suis là, je suis avec toi, donc tout va bien. Merci d'ailleurs pour cette introduction. Avec plaisir, c'est vrai que c'est un épisode qu'on avait vraiment envie de vous faire, donc comme toujours, c'est l'introduction au prochain live du programme Yoga Ma Création. Et on s'est dit que ça allait aussi être l'occasion de vous partager finalement un peu notre histoire de comment on est venu au yoga vinyasa, de peut-être décortiquer et peut-être, mettre de côté, faire un pas de côté par rapport à la citation attribuée à Patabi Choice qui a ouvert le podcast pratique et tout viendra. Et aussi vous partager nos conseils, nos stratégies pour amener un peu plus de fluidité dans les séances de yoga vinyasa. Complètement, merci beaucoup. Ça va être vraiment un épisode assez... En fait, on aime bien et aussi peut-être casser un petit peu les idées reçues et vous parler un petit peu de nous. Donc ça va être cool. D'ailleurs, avant qu'on se lance dans le vif du sujet, si vous n'êtes pas encore abonné au podcast, c'est l'occasion de le faire, de laisser une note, de pourquoi pas laisser un commentaire. On n'y pense pas toujours, mais cela fait pour nous, créatrices, une grande différence et d'avance, on vous remercie. Oui, merci beaucoup. Vraiment, ça vous coûte rien du tout. Et si vous souhaitez soutenir ce contenu qu'on vous partage avec grand plaisir, ou si vous voulez faire découvrir à d'autres, laissez sur vos plateformes d'écoute préférées. Je sais que Apple Podcast le fait, Spotify le fait. 5 petites étoiles, un petit commentaire, un petit mot pour nous. Ça fait vraiment une différence. Même si pour vous, c'est juste une petite action, pour nous, ça a vraiment un gros impact. Donc, merci d'avance. C'est ça. Donc on va commencer la première partie et si tu veux te lancer, Laura, pour nous expliquer comment toi tu as découvert le yoga vinyasa. Allez, je commence. Si on se connaît depuis un petit moment, vous savez que j'ai commencé avec les cours de Hatha Yoga parce que j'avais très peur, même si j'avais envie de faire du Vinyasa au début, quand j'ai plus ou moins compris tout ce que ces types de styles voulaient dire, parce que c'est vrai qu'au début, il faut le dire, on est un petit peu perdu devant la nomenclature des cours. À un moment, j'avais compris que Hatha, dans mon esprit de débutante, Hatha, ça voulait dire rester dans les postures longtemps et Vinyasa, c'était bouger beaucoup plus rapidement. Non, j'ai toute une autre vision, heureusement. Mais à l'époque, j'avais commencé à faire du Hatha dans un but de pouvoir un jour suivre un cours de Vinyasa pour pouvoir me familiariser un petit peu plus avec les postures. Parce que c'est vrai que d'un côté, j'aimais bien ce côté fluide de la respiration, coordonner la respiration avec le mouvement, tout simplement parce que j'ai un mental qui va très vite, peut-être qui est très agité très souvent, et le fait d'avoir un petit peu ces 2 points d'attention, à la fois le mouvement et la respiration, ça me permettait finalement de ressortir plus calme, plus apaisée. Quand j'ai commencé à pratiquer le yoga, j'ai découvert le yoga dans des studios parisiens où on a une grande diversité des cours. Donc même au début, même une fois que j'ai commencé à comprendre mieux ce qui se cachait derrière tous ces noms un peu étranges et nouveaux pour moi, j'ai compris que quand on parle de Vinyasa, on parle de plein de choses. En fait, vraiment, il y a une diversité de cours assez incroyable, assez importante. Et dans ces cours, il y a des cours qui vont être très, très, très fun, très, très créatifs, où ça va être toujours hyper différent. Il y a d'autres où on va au contraire faire peut-être les mêmes enchaînements souvent ou pendant une période de temps, ça va être le même, ce qu'on peut appeler le flow, et voilà. Et c'est vrai qu'au final, c'est pas pour rien que les formations que j'ai choisies quand j'ai décidé de me reconvertir en tant que prof de yoga, ce sont des formations de Vinyasa, donc bien ce style ou ces styles au pluriel.
Et Mais toi? moi, c'est vrai que, ce que tu dis là sur le mouvement et la respiration, c'est vrai que moi, ça a été une des choses pour lesquelles je pense j'ai été plus séduite finalement par le yoga, Vinyasa. Après voilà, comme toi, c'est vrai que mes formations finalement je les ai choisies, en Vinyasa. Mais la toute première fois où j'ai découvert, c'était pas forcément en cours. Moi, c'est vrai, les premiers cours que j'ai pris, c'était du hatha et en fait, j'ai découvert ça en ligne et c'est vrai qu'une fois que j'ai découvert ça en ligne, je me suis dit: «Mais franchement, c'est top». Enfin, voilà, il y avait quelque chose en fait qui me parlait dans cette attention, en fait. En fait, j'arrivais vraiment à poser mon mental avec le rythme de la respiration, avec les mouvements du corps et surtout je sentais mon corps. Je sais pas comment dire, je le sentais aussi en hatha, mais le mouvement, je pense parce que c'est quelque chose que je fais aussi plus facilement, dans d'autres pratiques, corporelles, hein. C'est-à-dire que quand je fais de l'escalade ou quoi, bon, voilà, je sens aussi mon corps, le mouvement, en fait. C'est quelque chose que j'aime bien ressentir chez moi, dans mon Mmh. corps et c'est vrai que le vinyasa offre vraiment ça et ensuite, en fait, je pense que j'y reste dans ce style de yoga, même si voilà, souvent je vous parle du yoga Iyengar que je trouve aussi très intéressant, mais pour autant, pour moi, ma pratique, on va dire de base, en fait, celle à laquelle je reviens le plus régulièrement, c'est le vinyasa. Parce que aussi je trouve que c'est une pratique qui est suffisamment créative, tant du point de vue des enchaînements que du point de vue des postures qui vont être pratiquées, que du point de vue de la respiration. Donc en fait, c'est vrai que pour moi, elle est très complète au final et au niveau de, comment dire? De ma santé, de mon corps et cetera, je trouve que c'est celle qui me fait le plus de bien, aussi bien mentalement, que psychiquement et c'est vrai que, souvent, notamment après les stages où j'ai quand même, voilà, on bouge toute la journée, on fait beaucoup de mouvements en fait, toute la journée et on trouve que c'est une pratique qui va je vais employer un mot, mais qui n'est pas le bon, donc je vous en prie, ne m'en tenez pas à rigueur, hein, mais qui me répare facilement. Mmh. Je vais sur mon tapis, je sens à la fois que certes je m'étire, mais c'est pas que de l'étirement passif, je sens que je renforce, mais on est dans quelque chose qui est conscient, on n'est pas dans un cours de gym, hein, on est dans quelque chose qui est conscient, où je peux écouter la respiration et je peux donner mon tempo grâce à la respiration. Et pour ça, moi, j'avoue que c'est la pratique, à laquelle je reviens le plus souvent. Intéressant, ouais, je pense que, assez représentatif. Enfin, finalement, je pense que voilà, on fait partie d'une époque, qui fait que le vinyasa se prête énormément aussi aux besoins, hein, de l'époque, Mmh. à l'époque où je m'étais intéressée au yoga, je travaillais encore dans un bureau et c'est vrai que le fait de pouvoir aussi, bouger, et respirer consciemment, c'était aussi très complémentaire, en fait, de ce que je faisais à l'époque où voilà, j'étais tout le temps assise, enfin je faisais pas énormément non plus d'activité physique ou peut-être pas autant, tu vois, qu'à une autre époque où Mmh. peut-être qu'on était, enfin, je parle de l'humain, de l'humanité en Oui. général, peut-être un petit peu moins sédentaire. Donc ça fait du bien, ouais, je peux comprendre, je peux me retrouver beaucoup dans ce que tu dis dans ton partage. Mais pourtant, tu vois, donc il y a le côté, hein, physique en quelque sorte, mais je sais pas si toi ça te le fait aussi. Je trouve qu'il y a le côté, psychique. C'est-à-dire qu'on essaie en quelque sorte, grâce à la respiration notamment, qui a quand même un rôle central dans le vinyasa, je trouve, d'avoir ce côté où voilà, on trouve le calme ou en tout cas on essaie de tendre vers un calme du mental au milieu du mouvement. C'est-à-dire que le Mmh. mouvement s'enchaîne, et on a cette attention, ce focus qui fait que ça calme un petit peu le mental et pour moi, c'est un peu une métaphore de la vie où finalement notre vie, elle ne va être que mouvement. Parce que s'il y a plus de mouvement, en fait, c'est que c'est mort. Enfin, c'est Ah qu'il y a non, plus mais rien. complètement, mais complètement. Mais encore une fois, hein, c'est assez marrant, c'est un miroir parce que on pourrait se dire que, bah, voilà, le yoga et il y a toujours un débat, hein, enfin personne je pense que personne ne saura vraiment ce qui s'est passé sur le terrain il y a 1000 ou 500 ans ou 300 ans, on n'en sait rien, mais il y a un petit peu cette image du yoga qui consiste à juste à méditer, uniquement à méditer, à Mmh. s'asseoir, et se concentrer sur la respiration. Aujourd'hui, c'est pas forcément quelque chose qui est, peut-être attirant parce que déjà c'est très difficile, hein, enfin peut-être d'une part on est très tout le temps, heu, assis et donc du coup, bah, c'est pas forcément ce qu'on recherche, donc du coup la respiration devient un support
qui nous permet de concentrer le mental tout en Mmh. nous apportant en fait cette continuité. Et comme tu disais, on vit aujourd'hui dans une société qui change. Oui. On est dans la vie en fait qui change, et cetera. On n'est peut-être pas dans la même, recherche que les, peut-être pratiquants d'autrefois, les ascètes de la forêt qui souhaitaient s'extraire de la société et qui donc allaient vers peut-être une pratique un petit peu plus, d'immobilité en fait, de voilà, où il fallait rester assis pendant des heures et tendre vers, il faut le dire, hein, pour moi c'est un petit peu ça, vers la mort. C'est un petit peu ce que tu dis Mmh. donc ouais, pour moi, c'est vraiment un reflet, enfin pour moi, le yoga vinyasa est de plus en plus aussi attirant, attractif, dans notre époque parce que vraiment c'est un reflet de ce qu'on cherche et ce qu'on vit. Oui et puis peut-être qu'il répond tout simplement à des besoins. C'est le reflet de ce qu'on vit, mais je pense que, tu sais, parfois quand quelque chose, entre guillemets, «devient populaire», tout de suite on a l'impression qu'il perd de l'intérêt. Enfin, je sais pas, si tu vois ce que je veux dire? Ah oui, C'est-à-dire oui, oui, que complètement, complètement. et en fait, je pense qu'on peut voir peut-être, mmh, comment dire? L'autre côté de la pièce. C'est que si c'est populaire, c'est parce que comme tu dis, ça c'est là parce que peut-être qu'on a besoin de ça pour nous rappeler que pour moi, c'est comme un refuge, en fait. C'est-à-dire que je viens sur mon tapis, je pratique. C'est-à-dire que j'essaie de pratiquer le calme, le fait Mmh d'être, mh. tranquille et de continuer à bouger. Et en fait, quand je suis, dans ma vie où ça va un peu vite, ou par exemple, voilà, c'est vrai que durant mes stages, parfois, je fais face à des situations qui honnêtement sont, compliquées dans tous les sens du terme, où il faut agir vite ou quelque, mais en fait, au plus on s'est entraîné sur le tapis à voilà, à garder: «OK, je respire, je réfléchis, je suis concentrée», en fait, au plus après dans la vie, en tout cas pour moi ça le fait, je me dis: «Bah OK, je peux continuer à bouger et cetera, tout en réfléchissant, tout en gardant l'esprit suffisamment clair pour pouvoir prendre des bonnes décisions». Vraiment un entraînement en fait, C'est ça. de accepter justement cette fluidité, ce changement ou cette impermanence, ce changement Mmh. constant. Et dans ce sens, c'est vrai que du coup, dans le monde du yoga, ce qui est assez intéressant, c'est que, quand on parle de vinyasa, on peut se dire qu'il y a un peu ce côté de, le vinyasa, c'est le flow, c'est la fluidité, Mmh. mais est-ce que le vinyasa, c'est tout et n'importe quoi? Est-ce que du coup, le vinyasa consiste à se laisser aller en faisant tout ce que le prof nous dit Mmh. ou exactement toujours la même chose? Et c'est un petit peu aussi la question, enfin, c'est parfois des questions qu'on va laisser ouvertes, hein, dans la conversation parce qu'on n'a pas forcément toutes les réponses, mais c'est pour ça qu'on voulait aborder le sujet parce que derrière le mot vinyasa se cache énormément de choses et on a parfois un petit peu cette image du vinyasa égale à fluidité, laisse-toi aller et comme tu disais, pratique et tout viendra. Mmh. Et il y a qu'en s'abandonnant au flow, à la fluidité, qu'un jour, peut-être spontanément, on va tout comprendre, on va voilà. Ce qui d'ailleurs fait aussi un peu une promesse assez, philo peut-être de, si on se laisse aller complètement, si on lâche prise complètement à cette impermanence, peut-être qu'on atteindra l'éveil. Enfin je sais pas, peut-être après je suis en train d'interpréter énormément, mais est-ce qu'on peut vraiment se dire ça? Moi, je trouve que c'est super intéressant et justement, est-ce que tu voudrais, là, on avance tranquillement vers la deuxième partie, mais nous parler justement des origines du yoga vinyasa? D'où est-ce qu'il vient? Comment est-ce qu'il s'est inscrit, en fait, dans la lignée, du yoga? Oui, alors, comme d'habitude, hein, peut-être que ça ne va pas vous plaire parce qu'on aimerait avoir une une histoire très linéaire, très simple, peut-être une légende, voilà, digne des films de Hollywood, ou des séries de Netflix. Mais parfois, voilà, l'histoire, elle est peut-être un petit peu plus nuancée que ça et à vrai dire, on sait que très peu de choses. Enfin, c'est-à-dire que même si on parle de quelque chose d'assez moderne, enfin, quand on parle de Vinyasa Yoga, on parle quand même de ce que j'appelle, enfin, de ce qu'on appelle, l'histoire moderne du yoga. Il y a même quand on parle de ces choses qui débutent peut-être, 20e siècle, Mmh. en fait, il y a c'est difficile, en fait, de voir quelle est la part de légende, le mythe qui s'est construit et quelle est la part de réalité. Mmh. Donc, de ce que je peux vous dire sur le vinyasa, ayant dit tout cela, oui, il y a aussi une autre chose, c'est que quand on parle de l'histoire, on a aussi dans ces légendes ou dans ces,
dans ces histoires un peu à la Netflix, on a parfois en fait cette envie de se dire, il y a une personne. Il y a Oui. cette origine, cette personne a révolutionné le monde, et voilà. Et à partir de là, le monde était changé. Bon, Oui. et comme ça, on a déjà plein d'exemples. Il suffit de voir Mmh. notre histoire et même la chronologie, la façon dont on date, voilà, l'histoire, pour voir que on aime bien ce type de récit autour d'une personne. Oui. Euh, mais bon, pour parler du Vinyasa, on peut dire que c'est pas quelque chose, ça a été très probablement le produit de plusieurs choses qui se sont passées au même temps. Où ça? En Inde, dans le sous-continent indien. Quand ça? Début du XXe siècle. Et qu'est-ce qui s'est passé? À l'époque, il y a donc l'Empire britannique qui est installé en Inde, enfin plutôt dans le sous-continent indien, et il y a aussi ce côté, ces sentiments nationalistes qui est de plus en plus important. Et évidemment, la présence des Européens et la puissance de l'Empire britannique dans ces territoires fait qu'il y a des choses comme les mouvements de physico-culturels qui arrivent dans ce territoire. Et donc, du coup, on commence à voir, par exemple, des techniques de gymnastique, de bodybuilding apparaître et devenir très populaires. Voilà, enfin, donc, du coup, en Occident, mais donc, du coup, par extension aussi dans le sous-continent indien. Et comme il y a de l'autre côté un peu ce sentiment nationaliste qui commence à devenir de plus en plus important, on a envie de puiser aussi dans des choses qui sont considérées comme purement indiennes, Mmh. des techniques qui puissent rivaliser avec voilà, le physico-culturisme, etc., et le bodybuilding, et les techniques de gymnastique, etc. C'est là où on va commencer à voir, pas un, pas deux, mais plusieurs, hein, vraiment beaucoup, beaucoup de ce qu'on pourrait appeler les profs de yoga moderne, Mmh. qui commencent à s'intéresser donc aux pratiques de ce qu'on pourrait appeler le yoga, à des pratiques posturales, à des pratiques de méditation, à des pratiques de respiration. Et notamment, parmi toutes ces personnes, peut-être une de ces personnes qu'on a le plus retenue, ça n'a peut-être pas été la seule personne, je le dis encore une fois, voilà, il faut vraiment Oui, être oui. nuancé. Il y a donc ce nom qui revient très souvent dans les bouquins d'histoire du yoga, cette personne qui s'appelle Krishnamacharya. Mmh. Krishnamacharya ou Sri Tirumalai Krishnamacharya est donc considéré comme le père du Vinyasa Yoga. Et pourquoi il est considéré comme ça? Parce que même s'il y a beaucoup de choses en fait qui sont empruntées de la part de tous ces profs modernes, enfin ces tout premiers profs, des anciens textes de yoga, la Hatha Yoga Pradipika et d'autres textes comme ça, on lui attribue quand même une innovation où il va associer le mouvement au souffle. Voilà. Est-ce que ça veut dire que ce qu'il a enseigné à ses tout débuts était exactement ce qu'il a enseigné à la fin de sa vie? Je ne pense pas. Cette Mmh. personne a quand même enseigné pendant une 50aine d'années, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Et on sait que son enseignement a beaucoup évolué, hein. Mais en tout cas, il propose un petit peu cette nouvelle façon de pratiquer, où il y a une pratique qui est un petit peu plus dynamique par rapport à d'autres profs qu'on connaît à l'époque, des postures qui s'enchaînent les unes et les autres avec donc cette respiration qui sert comme support. Et à quel moment ça a été appelé Vinyasa, à quel moment ça a été appelé Vini Yoga, on ne sait pas vraiment. Mmh. On sait que lui, il a été très important, surtout parce qu'il a eu des élèves extrêmement célèbres dans le monde du yoga moderne, comme son beau-frère, Beccaesa Iyengar, même si bon, il y a eu des petites histoires hein, comme ça, je n'étais pas là, mais il paraît que apparemment, il se serait un petit peu fâché au bout d'un moment, voilà. Patavi Joyce était un de ses élèves. Oui, oui. Bon, on pourrait en parler, hein, tous ces gossips, etc. Enfin, toutes ces choses, on peut pas vraiment les savoir, mais en tout cas, il a eu comme maître pendant un petit moment. Patavi Joyce a été un de ses élèves également. Patavi Joyce qu'on considère aujourd'hui comme le père de l'Ashtanga moderne, Mmh. tel qu'on le connaît. On sait que de ce que je sais aussi, je ne suis pas forcément spécialiste, même au sein de l'histoire du yoga. Je pense que c'est sur cette partie, je suis peut-être un petit peu plus bancale que sur d'autres périodes. Mais de ce que je sais, de ce que j'ai compris, c'est en collaboration avec Patavi Joyce et Krishnamacharya que les deux ont créé ce qu'on va appeler après les séries d'Ashtanga Yoga.
Donc, OK. comme quoi, hein, aussi, l'ashtanga est un dérivé du vinyasa et non pas l'inverse, ce qui est souvent, ce qu'on pense souvent être le cas. Mmh. Et Indra Devi, ou Andra Devi, qui a été aussi la première femme occidentale à devenir, voilà, son élève, l'élève de Krishnamacharya, et qui a été très, très célèbre parce qu'elle va amener le yoga à Hollywood, en Argentine, enfin voilà. Et qui va aussi contribuer énormément à sa popularité, en tout cas. Donc voilà pour la petite histoire. Désolée, c'était un petit peu long. Mais non, mais c'était vraiment super passionnant et je trouve que c'est intéressant aussi de se poser un petit peu sur les origines, en fait. Ça permet aussi de comprendre un petit peu, plus le contexte dans lequel est née une pratique et c'est vrai que, les pratiques de vinyasa, c'est souvent alors voilà, après maintenant, je pense qu'on a une offre au niveau du vinyasa, au niveau de tous les profs, qui enseignent, qui donnent des cours et cetera. Une offre qui permet de trouver finalement le vinyasa qui est le plus adapté à ses besoins. Mais c'est vrai que malgré tout, c'est une pratique posturale dans lequel, bah, on va utiliser nos muscles, et ça peut être parfois, comment dire? Difficile de pas l'adapter. Ouais, complètement, complètement. Il faut dire que d'ailleurs aussi, ça ne s'arrête pas là, hein, le vinyasa et le Mmh. yoga en général, ça va voyager un petit peu partout, et à un moment, ça va intéresser également, bah, des personnes, d'autres pratiques, en fait, un peu parallèles, et il y a énormément de danseurs, et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on voit aujourd'hui, hein, dans le monde du yoga moderne, énormément de danseurs, qui s'intéressent au yoga et qui vont proposer aussi des nouvelles, peut-être, postures, des nouveaux enchaînements, et cetera, et je pense que c'est ça aussi qui fait que dans le yoga, comme tu dis, parfois, et plus spécifiquement peut-être, que dans d'autres styles, dans le vinyasa yoga, on Mmh. a peut-être besoin de prendre, des accessoires pour pouvoir adapter certaines postures qui seraient peut-être très accessibles à des personnes qui pratiquent de la danse depuis qu'ils sont tout petits, et des personnes comme nous, enfin comme toi et moi, peut-être qui, ne sont pas, enfin je sais pas, peut-être que tu fais de la danse, en fait, je le sais pas, mais Non, non. bon, en tout cas moi. Tu m'as déjà vu danser Laura, donc non, non. Mais voilà, tu as des personnes comme toi et moi qui n'avons peut-être pas cet entraînement, voilà, corporel, et qui d'ailleurs, n'avons pas aussi la même structure, les mêmes articulations que même une personne, originaire d'Asie ou voilà, ailleurs. Mmh mh. Non, mais c'est très juste ce que tu dis, enfin, on en revient toujours à la même chose, c'est-à-dire que en fait, le corps est passionnant dans la mesure où on est tous différents, on a tous des morphologies différentes, on a tous une génétique différente, donc tout ça, en fait, c'est à prendre en compte, tout simplement. Après, l'avantage aujourd'hui, c'est que finalement, certes, ça s'est ouvert à des personnes, voilà, qui pratiquent, la danse et cetera, mais à l'inverse aussi des personnes qui ont pas forcément, en fait, ce schéma corporel des danseurs, c'est-à-dire ils connaissent leur corps sur le bout des doigts très souvent. En tout cas, ils savent ce qu'ils peuvent demander à leur corps et c'est quand même pas enfin, c'est quand même relativement rare, en fait. On n'est pas tous capables d'avoir cette perception-là de notre corps et donc le fait qu'il y ait aussi d'autres personnes qui aient moins, finalement, ces compétences-là qui viennent au yoga vinyasa, ça a permis, finalement d'ouvrir aussi, bah, des cours de vinyasa où on intègre les briques, où on intègre les sangles et où finalement, la pratique devient accessible à tout le monde parce que c'est voilà, pour des personnes avec des besoins spécifiques, bah, il faut en face une offre qui réponde à ses besoins et qui soit adaptée. Mais en tout cas, qui soit pour moi peut-être une offre plus ouverte. Et peut-être c'est aussi ce qu'on appelle ça, enfin souvent on appelle avec Laura la pratique de yoga durable. Bah, c'est une pratique qui finalement arrive à s'intégrer dans notre vie et arrive aussi à nous suivre le plus longtemps possible. Non, et c'est pour ça qu'on avait bien aimé ce thème, en fait, parce que d'un côté, il y a cette fluidité qui est un peu, enfin, on a l'impression que c'est un prérequis pour faire du vinyasa, mais de l'autre côté, il y a cette envie de rendre la pratique accessible et durable. Donc comment est-ce qu'on va réconcilier ces 2 choses? Alors là, on va en parler du coup dans la dernière, partie et très souvent, tu parlais des flows, on va chercher, dans la pratique, du yoga vinyasa, la fluidité. Pour autant, faire de la fluidité l'unique but d'une séance de yoga vinyasa, bah, il faut peut-être la repenser différemment parce que faire un flow, parfois, nécessite des transitions entre certaines postures qui sont
totalement, rocambolesques, on va dire et qui vont pas forcément être, accessibles, adaptables non plus. Faut aussi comprendre que parfois il va falloir adapter le rythme et peut-être revenir à la base que peut-être que la base du vinyasa serait le souffle. Oui, complètement et je pense que là, tu as vraiment touché au mot-clé, en fait, parce qu'il ne s'agit pas en fait, je pense que c'est trompeur de se dire que la fluidité, elle est dans le mouvement, Mmh. alors que la fluidité devrait être dans le souffle et c'est ça, finalement, pour moi et je pense que c'est quelque chose qu'on partage, toi et moi, hein et c'est pour ça qu'on a fait, voilà, par exemple, dans Yoga ma création, cette, nouvelle proposition peut-être de enchaînement, de transition où on peut à la fois être dans une pratique qu'on pourrait appeler fluide, mais ça ne veut pas dire qu'on va aller très vite, ça ne veut pas dire que ça sera, peut-être même genre esthétiquement, voilà, très beau et cetera, mais ça va être fluide dans le sens où ça va nous permettre à la fois d'obtenir ce que l'on recherche, dans le vinyasa, ce que tu disais aussi, c'est aussi une pratique dans laquelle on va chercher peut-être à bouger et donc à développer un peu plus de force, un petit peu plus de souplesse dans le corps, voilà, tout simplement fort et souple, mais tout en gardant peut-être cet axe qui est le souffle. C'est ça un petit peu le repère de la fluidité. Exactement, mais ce que tu dis aussi, je rebondis là-dessus, tu parles de force et de souplesse et c'est vrai qu'on peut parler du coup du pilier, de la fluidité qui va être suivre le souffle, mais peut-être qu'il y a un second pilier, c'est suivre en quelque sorte, notre, anatomie. Ce que je veux dire par là, c'est vraiment réfléchir dans sa pratique, sur le tapis et j'invite tout le monde, parce que c'est vraiment quelque chose que je fais, régulièrement et que je continue à faire, hein. C'est pas du tout quelque chose que j'ai fait au début et que maintenant j'ai arrêté. Bah, voilà, je teste entre 2 postures, de voir par exemple comment est-ce que je pourrais faire une transition? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse attention? En quoi ma morphologie va m'aider? Qu'est-ce qui va être obstacle dans mon environnement? Comment est-ce que je peux faire finalement pour, bah, voilà, m'adapter un petit peu mieux, dans la transition et donc ça peut être un exercice assez amusant aussi et toujours, hein, dans l'objet d'être concentré sur ce qu'on fait, bah, d'essayer de voir un petit peu, de dire: «OK, bah, de la posture de Trikonasana, du triangle, bah, je vais essayer de partir, dans la posture, de la demi-lune. Bon, bah, qu'est-ce que je vais faire? Comment est-ce qu'il faut que je positionne mon tapis?» Enfin voilà, des petites choses qui peuvent nous permettre de continuer, en fait, à évoluer dans sa pratique, tout en respectant, notre corps, notre anatomie. Par exemple, bah, si vous avez tendance à perdre l'équilibre, quelle stratégie vous pouvez mettre en place dans votre environnement? En fait, toutes ces choses qui finalement semblent, bateau, hein, en quelque sorte, mais qui finalement vont vous permettre d'avoir plus de fluidité. C'est-à-dire que vous allez être plus fluide à partir du moment où si les mouvements que vous allez faire vont être adaptés à votre corps. Ah oui, non, mais je pense pas que ça soit c'est pas du tout bateau, enfin, finalement, c'est aussi le but, hein, du yoga et de la pratique de yoga qu'on propose quand on parle de yoga durable, c'est de pouvoir vraiment le rendre, vivant dans le sens où on va aussi l'appliquer, on va prendre en compte tout ce qu'on va apprendre sur le tapis pour le mettre, en pratique dans notre vie quotidienne. C'est vrai que dans ce sens-là, quand on parle, ben, voilà, des constructions de yoga et cetera, on peut apprendre énormément dans la construction de yoga à intégrer un petit peu plus de fluidité, comme tu disais, dans le mouvement, mais dans le mouvement de notre corps, enfin, au quotidien. Et c'est pour ça que ça va être, enfin, moi, je sens que maintenant qu'on a parlé lors des derniers lives de comment construire une séance, on est un petit peu rentré dans le détail Mmh. du sequencing, échauffement, etc. Bah maintenant, ça va être l'occasion de pouvoir parler avec les personnes qui seront inscrites. Si vous voulez nous rejoindre, bien sûr, vous êtes les bienvenus dans Yoga Ma Création, de pouvoir vraiment parler de voilà maintenant comment on fait pour si notre but est de créer des cours de yoga ou des séances pour nous de vinyasa dans le sens où ça va être très fluide, bah comment est-ce qu'on va faire finalement? Tout à fait et je pense qu'il y a aussi, bah, là, ça va être toujours notre petit, bonheur d'essayer de casser des idées reçues. En fait, on peut faire du vinyasa sans faire, 15 000, chaturanga, chien tête en haut et ça, je pense que c'est
important aussi de le comprendre, de voir, qu'il y a différentes manières de faire des transitions entre les postures. C'est ça, complètement. Alors je ne vous cache enfin, je vous fais un petit teaser, hein, parce que Isa a une super idée pour le live, mais on va vous présenter une méthode en fait en 5 points, qui va être expliquée lors du live et qui va vraiment aller dans le détail sur ce thème qu'on adore, autour de la fluidité vraiment dans les séances de yoga, que ce soit dans vos cours ou que ce soit pour votre pratique personnelle. On va parler évidemment, parce que c'est vrai qu'on l'a pas dit, hein, quand on parle de Vinyasa, on parle aussi de cette fameuse transition, tu le Oui. disais, entre le chien étant, hem entre la planche ou le plan droit et le Mmh. chien tête en bas, enfin, c'est voilà, la descente vers le sol, le chien tête en haut, enfin et te le chaturanga et cetera. Cette petite transition, en fait, qui peut prendre plusieurs formes, et franchement, ça va être super chouette. On a enfin, c'est pas c'est évidemment, c'est aussi pour vous faire un petit peu la promo, hein, mais de la du programme. Mais non, non, mais pour le coup, j'ai vraiment hâte qu'on ait cette discussion avec les personnes de Yoga Ma Création parce que, ça va être vraiment très intéressant. Ça va être intéressant parce qu'encore une fois, ça, on l'a déjà dit et je comprends, hein, très bien qu'il y ait des personnes qui soient pas forcément d'accord avec ça, mais le yoga évolue et la pratique continue à évoluer et la pratique continue aussi à évoluer avec toutes les informations qu'on a aujourd'hui et c'est génial par rapport à l'anatomie, par rapport à la compréhension du corps, par rapport à la compréhension de la biomécanique et je pense que c'est plutôt une bonne chose, en fait, qu'on arrive à l'incorporer dans des pratiques, bah, qui nous viennent de d'autres continents, qui nous viennent de enfin voilà, qui vivent depuis plusieurs milliers d'années, sous des formes bien entendu différentes, mais qui évoluent et je pense que c'est plutôt une bonne chose finalement de faire évoluer, tout ça. Bien sûr, en respectant les origines, mais juste de dire qu'aujourd'hui on a des connaissances qui nous permettent d'amener une pratique de yoga qui puisse aussi s'inscrire facilement dans nos vies, comme tu l'as dit tout à l'heure Laura, qui peuvent être plus sédentaires ou dans des vies où on fait des métiers parfois qui abîment le corps, bah, finalement d'avoir cet espace sur le tapis où à la fois on fait du bien au psychique, au mental, mais aussi au corps. Ah, c'est beau comme conclusion. En tout cas, j'espère que l'épisode vous a plu. Peut-être que vous seriez ravis, en tout cas, moi je serais ravie d'écouter les petits gossips que Laura a nous raconter sur Padavid Joyce et compagnie. Donc si vous aussi vous avez envie d'entendre ça, bah, n'hésitez pas à le dire, ce sera l'occasion qu'on se retrouve autour d'un épisode en mode gossip, mais toujours gossip respectueux bien sûr. En tout cas, merci beaucoup Laura. Merci à toi Isa, merci à tous et à toutes pour votre écoute et oui, n'hésitez pas à nous écrire, à nous partager, à nous poser des questions. Bah, peut-être qu'on pourra faire un épisode questions-réponses tout simplement. Donc en tout cas, moi je suis toujours ravie de faire partie de cet espace. Merci à nouveau pour l'invitation et à très bientôt. Cet espace, c'est le tien, tu le sais. Hein. Non, c'est le tien. Merci à tout le monde pour votre écoute. À très très vite et prenez soin de vous.